Une image unique en son genre, source d'inspiration pour des décennies de recherche et de débats. Le Suaire de Turin, un fragment d'histoire qui continue de poser un mystère à la science. Le Suaire de Turin est un linceul funéraire portant l'empreinte de ce que beaucoup considèrent comme l'image même de Jésus après sa crucifixion. Bien que la question ait fait débat pendant des années, le Suaire revient sur le devant de la scène. Au cœur même des fibres ancestrales du Suaire, des scientifiques ont fait une découverte stupéfiante de l'ADN. Mais lorsqu'ils l'ont analysé, l'équipe de recherche est restée sans voix. Pour des millions de croyants, à travers le monde, le Suaire est le linceul de Jésus-Christ, l'unique trace tangible de la résurrection. Un témoignage silencieux, un cinquième évangile écrit, non pas à l'encre, mais dans le sang. Avant de poursuivre, nous vous serions reconnaissants de votre soutien. Un jeune sign et un abonnement sont la meilleure façon de nous témoigner votre reconnaissance, et nous y sommes profondément reconnaissants. Pour les sceptiques, en revanche, le Suaire racontait une toute autre histoire. Ils la considèrent comme le faux médiéval, le plus sophistiqué et le plus convaincant jamais créé. Certains affirment que Léonard de Vinci en serait l'auteur. D'autres soutiennent qu'il s'agit de l'œuvre d'un maître inconnu délibérément conçu pour tromper les pèlerins en quête de miracles. Depuis plus de 6 siècles, le débat fait rage. La foi d'un côté, la raison de l'autre, et aucune des deux parties n'a jamais cédé. Mais au 21e siècle, l'ère de la pure philosophie et de la spéculation s'est achevée. La science est entrée en scène, froide, précise et inflexible. Génétique physique des hautes énergies, spectroscopie, médecine légale. La technologie a rendu possible ce qui était autrefois inimaginable. Les chercheurs ont cessé de considérer le Suaire comme une icône sacrée. Ils l'ont examiné comme une scène de crime, une preuve dans une affaire non résolue, un disque dur biologique, enregistrant silencieusement 2 ans d'histoire. Ils ont extrait et séquencé l'ADN intégré aux fibres. Ils ont scanné chaque filament au rayon X. Ils ont décomposé les taches de sang en molécules atomes et signatures élémentaires. Ils s'attendaient à des réponses, simples les traces d'un seul individu, ou peut-être des restes de pigments laissés par un artiste médiéval. Mais leurs découvertes étaient loin d'être simples. Les généticiens de l'Université de Padoue et les physiciens travaillant dans les laboratoires sécurisés de l'ENA ont fait des découvertes qui ont bouleversé même les scientifiques les plus chevronnés. Ces données n'ont pas seulement remis en question les théories existantes, elles les ont complètement anéanties. Les explications sceptiques, comme les interprétations religieuses traditionnelles, s'effondrèrent face à la gravité des résultats. Le Suaire n'était plus un simple tissu, il était devenu une carte. Une carte retraçant un voyage entamé il y a 2 ans. Un témoignage de souffrance si précis qu'il est impossible à reproduire. Et la preuve d'une intense explosion d'énergie dont la nature demeure inexplicable pour la physique moderne. Ceci marque le début de la plus vaste enquête médico-légale jamais entreprise. Nous suivrons des pistes invisibles à l'œil nu. Grains de pollen microscopiques, résidus moléculaires, c'est empreintes biologiques. Pas à pas, nous découvrirons qui a réellement souillé ces fils de sang. Et pourquoi semble-t-il créer la torture? Non par les mots, mais par le langage de la biochimie. Nous examinerons la physique qui sous-tend cette image. Une image qui fait office à la fois de négatif, photographique, d'hologramme et de radiographie. Nous répondrons également à une question qui a stupéfié le monde scientifique. Pourquoi l'analyse ADN a-t-elle contraint les chercheurs à admettre que cet artefact ne pouvait avoir été créé en Europe et qu'il témoigne d'événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité? Pour saisir pleinement la portée des découvertes génétiques modernes, il nous faut remonter aux origines même de la recherche scientifique sur les Suaires à la syndologie moderne, au moment où l'humanité a enfin aperçu le visage dissimulé dans l'ombre du linceul. Ce moment survint le 28 mai 1898 à Turin. Un avocat conseiller municipal et photographe amateur passionné nommé Sacon d'Opia obtint du roi Alberto Ier
l'autorisation exceptionnelle de photographier la relique lors de son exposition publique organisée en l'honneur du mariage du prince. À l'époque, la photographie était loin d'être simple. C'était un processus lent, technique et exigeant. Pierre transporta un appareil photo de la taille d'une valise sur un haut échafaudage à l'intérieur de la cathédrale. Il utilisa de puissants flashs au magnésium et des lampes pour percer la pénombre. Il exposa 2 grandes plaques de verre mesurant chacune 50 par 60 cm. Tard dans la nuit, seul dans sa chambre noire, éclairé seulement par la faible lueur d'une lanterne rouge, Pia plongea l'une des plaques dans un bain de révélateur, et alors le miracle se produisit. Alors que l'image commençait à apparaître sur la vitre, Pierre faillit laisser tomber le négatif inestimable sous le choc. Ce qu'il voyait lui paraissait irréel, presque surnaturel. Sur le négatif photographique, là où la lumière aurait dû s'assombrir, et l'obscurité s'éclaircir apparut, non pas une tache pâle et floue, comme celle visible sur le tissu, mais une image positive, nette, très contrastée et d'une précision étonnante. Un visage les yeux enfoncés, éclos, le nez cassé, une moustache et une barbe fourchue, une ecchymose, sur la joue droite. Pour la première fois, la silhouette dissimulée sous le lin n'était plus une ombre. C'était un homme. Son visage arborait une expression majestueuse, calme et autoritaire. Pourtant, il appartenait à un homme qui venait d'endurer des souffrances physiques inimaginables. L'impact fut considérable. Ce n'était pas une simple surprise, mais une véritable révolution dans la compréhension du soir. Un dessin ordinaire, qu'il soit réalisé à la peinture, au fusain ou même avec du sang, se comporte de façon prévisible lorsqu'il est transformé en négatif photographique. Les zones claires deviennent sombres et les zones sombres deviennent claires. Le résultat est déformé artificiel. Le visage se transforme en une image plate et figée. Mais le soir était différent. Photographié en négatif, il ressemblait à une véritable photographie en noir et blanc d'une personne vivante. Ce simple fait a tout changé. Et aujourd'hui, encore, il demeure impossible de le réfuter, aussi sceptique ou déterminé soit-on à le démystifier. Ce que nous voyons à l'œil nu sur le tissu n'est pas une image normale. C'est déjà un négatif. Et cela soulève une question impossible qui, au Moyen Âge, au 10e ou 11e siècle, comprenait les principes de la photographie. Qui savait que la lumière pouvait être inversée pour créer une image cachée? La réponse est simple. Personne. Qui pourrait délibérément créer une image négative parfaite sans aucun moyen de prévisualiser ou de vérifier le résultat? La photographie n'existerait pas avant 800 ans. L'œil et le cerveau humain sont biologiquement incapables de percevoir le monde en négatif. Et encore moins de le reproduire avec une telle précision dans les nuances de lumière et d'ombre. Ce fut le premier véritable mystère, la première fissure dans le mur apparemment infranchissable du scepticisme. Le linceul ne se comportait pas comme un tableau. Elle se comportait comme une plaque photographique capturant un instant précis. Au fil des années, le tissu a été examiné aux rayons X à la lumière ultraviolette par imagerie infrarouge et par balayage laser. Pourtant, le plus grand secret ne résidait pas dans l'image elle-même. Il était dans la saleté, dans la poussière, dans les particules microscopiques emprisonnées entre les fibres de lin au cours de 2 ans et de mouvements de manipulation et d'exposition. En 2015, une équipe de généticiens et de biologistes dirigée par le professeur Gianni Barcacci de l'Université de Padoue a bénéficié d'un accès sans précédent à la relique. Leur mission, aussi audacieuse qu'inquiétante, consistait à la localiser et à l'analyser. ADN. Ils ne cherchaient pas l'ADN de Dieu. La science ignore à quoi ressemblerait une telle trace. Il n'existe aucun échantillon de référence, aucun standard auquel la comparer. Les chercheurs ne cherchaient pas à identifier un individu en particulier. Ils souhaitaient reconstituer l'histoire même du tissu, son parcours, les personnes qui l'avaient touché et celles qui l'avaient tenu au fil des siècles. Pour ce faire, ils ont utilisé des appareils de micro-vide stériles, spécialement conçus et équipés de filtres ultra fins. Ces outils ont permis de prélever délicatement des particules microscopiques de poussière de pollen et de matières organiques, non seulement à la surface du tissu, mais aussi dans les espaces profonds entre les fils de chaîne et de trame, où des traces anciennes peuvent s'assurer scellées pendant des millénaires.
Ils ont également permis d'analyser les particules recueillies lors de la restauration de 1988, soigneusement conservées dans les archives. Ces travaux ont repoussé les limites de ce que la science pouvait entreprendre sans danger. Même la plus infime contamination moderne, un éternuement, une respiration, une simple squame de peau, d'un prêtre, d'un restaurateur ou d'un technicien, pouvait effacer des signaux anciens et les remplacer par du bruit génétique moderne. Les échantillons ont été transportés dans un laboratoire de salle blanche. Le séquençage a alors commencé grâce au séquençage de nouvelle génération NGS. Les scientifiques se sont concentrés sur l'ADN mitochondrial des plantes et des humains. Et ce, pour une raison cruciale. Contrairement à l'ADN nucléaire. L'ADN mitochondrial existe en centaines de copies par cellule, est transmis exclusivement par la lignée maternelle et se conserve beaucoup plus longtemps dans les tissus anciens. Il constitue un marqueur puissant et fiable de l'origine géographique et des migrations humaines. Pendant des semaines, les ordinateurs ont fonctionné sans relâche, décodant des millions de séquences nucléotidiques et les comparant à des bases de données génomiques mondiales, représentant des populations du monde entier. Lorsque les diagrammes finaux sont apparus à l'écran des cartes des groupes génétiques, HLO, et des lignées ancestrales, les chercheurs ont compris qu'ils étaient face à quelque chose qui défiait toute explication simple ou toute possibilité de falsification. Il ne s'agissait pas du profil génétique d'un seul individu, mais d'un portrait génétique de l'humanité tout entière. Ces découvertes publiées dans la prestigieuse revue Nature Scientific Reports ont suscité une vive réaction et provoqué un véritable séisme au sein de la communauté scientifique. Les scientifiques s'attendaient à identifier une signature génétique dominante et clairement identifiable. Si le soir était un faux médiéval créé en France, comme l'affirment depuis longtemps les sceptiques, l'ADN européen et plus précisément français ou italien aurait dû largement dominer les résultats. En revanche, s'il s'agissait d'une relique authentique de Jérusalem, n'ayant jamais quitté la région, les traces génétiques auraient dû pointer presque exclusivement vers le Moyen-Orient. Ce n'est pas ce qu'ils virent. Ce qui apparut à la place, c'était le chaos. Le monde entier inscrit sur un seul morceau de tissu. Le linceul révéla des empreintes génétiques provenant de populations de vastes régions d'Eurasie et d'Afrique. Examinons leurs découvertes. Tout d'abord, le Moyen-Orient. Les scientifiques ont identifié des haplogroupes fréquemment associés aux Druzes, une communauté ethno-religieuse très soudée et historiquement isolée, vivant dans les régions montagneuses d'Israël, de Jordanie, du Liban et de Syrie. L'ADN des Druzes est considéré comme extrêmement ancien et remarquablement stable, ayant peu évolué au cours des millénaires grâce à des siècles d'isolement. Cela en fait un marqueur puissant d'origine géographique et constitue une preuve solide d'un lien avec le Moyen-Orient. Deuxièmement, les haplogroupes d'Europe occidentale, tels que U5b et H1AH3, sont apparus comme prévu. Depuis le 15e siècle, le soir est conservé en Europe. D'abord à Chambéry, puis à Turin. Il a été manipulé par les sœurs Clare qui l'ont restauré par les membres de la maison de Savoie qui en étaient propriétaires, et par d'innombrables pèlerins européens au fil des siècles. Troisièmement, l'Afrique du Nord et de l'Est. L'aplogroupe L3C M1A1 est apparu indiquant des régions comme l'Égypte et l'Éthiopie. Cette découverte inattendue et fascinante suggère des contacts avec certaines des premières communautés chrétiennes d'Afrique. Quatrièmement, l'Asie du Sud. Les haplogroupes M39, M56 et R8 sont apparus. Il s'agit de marqueurs génétiques typiques du sous-continent indien. Plus étonnant encore, des traces provenant d'Asie de l'Est ont été détectées. Des haplogroupes tels que D4 et G2A associés à la Chine étaient présents. La Chine, l'Inde, l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient, tout cela codé dans un tissu ancien. Comment cela est-il possible? Si le soir était un faux fabriqué dans la cave humide d'une abbaye française vers 1350, comment des traces d'ADN chinois et indiens pourraient trouver? Au Moyen Âge, la mondialisation n'existait pas.
Certes, il y avait des contacts à longue distance, mais pas à une échelle suffisamment vaste pour laisser des traces génétiques aussi répandues et clairement identifiables sur un simple morceau de tissu. La réponse s'est avérée encore plus remarquable que le mystère lui-même. Le linceul n'est pas un simple linceul, c'est un voyageur. Lorsque des scientifiques de Padoue ont cartographié les données génétiques, ils ont fait une découverte stupéfiante. La répartition génétique correspondait presque parfaitement, avec une précision géographique extrême, à un ancien itinéraire historique que de nombreux érudits avaient longtemps considéré comme une légende. Le parcours de l'image artificielle, connu sous le nom de linceul mendélien. Selon d'anciennes sources byzantines, syriennes et arabes, le linceul était plié en 4, ne laissant apparaître que le visage exposé dans un cadre spécial. Cette relique pliée appelée tétradiplolone n'était pas restée en Europe. Elle y a parcouru le monde antique. Son voyage a commencé à Jérusalem, lieu de mort et de résurrection. De là, elle est arrivée à Edessa au 2e siècle. Le soir y est resté pendant des siècles, caché derrière les remparts de la ville, avant d'être redécouvert. Edessa se trouvait à un carrefour vital du monde antique, la grande route de la soie. Des caravanes venues de Chine, d'Inde d'Épirse et d'Arabie traversaient la ville chargée de marchands transportant de la soie et des épices. Pèlerins diplomates, tous venaient vénérer la relique censée protéger la ville. Ils respiraient près d'elle. Ils embrassaient son reliquaire. Ils touchaient le relique. Et à chaque contact, des traces microscopiques, des cellules de peau, des fragments de cheveux de la soie se déposaient sur le tissu. Couche après couche, siècle après siècle. L'ADN du monde s'est accumulé à sa surface comme une poussière invisible. Le voyage se poursuivait. 3e étape, Constantinople. De 944 à 124, la relique fut conservée au cœur de l'Empire byzantin. Les empereurs de Byzance l'acquirent cherchant à achat ou par la force et la transportèrent dans ce qui était alors la capitale du monde. Constantinople était une véritable mégapole du monde antique, un lieu de rencontre pour des peuples de toutes races, cultures et régions. En 1204, durant le chaos de la 4e croisade, la ville fut violemment pillée. Suite à ces événements, le soir disparut. Ce fut ensuite le tour d'Athènes et de la Grèce vers 1205. Après la chute de Constantinople, la relique passa entre les mains de chevaliers français et fut conservée à Athènes pendant un certain temps. Puis en 1353, la France la récupéra. Cela marque la première apparition clairement documentée du soir en Europe occidentale, en possession du chevalier Geoffroy d'Achany. Et c'est là que les preuves génétiques anéantissent la théorie du faux médiéval. Un faussaire actif en Europe, au 15e siècle, n'aurait absolument pas pu collecter de la poussière et de l'ADN auprès de personnes originaires de Chine, d'Inde, du Moyen-Orient et d'Afrique. Il ne connaissait ces régions qu'à travers les récits de voyageurs lointains comme ceux de Marco Polo. Il n'aurait pas non plus pu délibérément y déposer ses traces de manière à tromper les généticiens 6 siècles plus tard. L'ADN retrouvé sur le soir n'est pas une contamination fortuite. Il constitue la mémoire biologique collective de l'humanité. C'est la poussière des sandales, des robes et des mains d'innombrables personnes qui ont contemplé ce visage pendant des millénaires. Ces données biologiques prouvent l'ancienneté de l'objet et son origine orientale de manière plus convaincante que n'importe quelle datation au radiocarbone. Mais l'ADN humain ne révèle que la moitié de l'histoire. L'autre moitié se trouve dans les plantes. La palynologie, l'étude du pollen, a apporté une autre pièce essentielle du puzzle. 2 experts reconnus se sont penchés indépendamment sur ce mystère, la professeure Anom Don, botaniste israélienne, de renom de l'Université hébraïque de Jérusalem, et le scientifique légiste suisse Max Frey, l'un des pionniers de l'analyse pollinique médico-légale. Travaillant séparément, ils examinèrent les grains de pollen emprisonnés au cœur des fibres de lin. À l'aide de rubans adhésifs, ils prélevèrent délicatement des échantillons microscopiques du tissu. Leur découverte fit sensation dans le monde botanique du pollen de 58 espèces végétales différentes furent identifiées sur le soir. 17 de ces espèces sont originaires d'Europe, ce qui correspond parfaitement à l'histoire documentée du soir au cours des 6 derniers siècles. Mais la majorité provient d'ailleurs,
des plantes originaires du Moyen-Orient, de Turquie et de la région anatolienne, correspondant exactement à l'ancien itinéraire, passant par Edessa et Constantinople. Puis vint la découverte la plus frappante, un groupe de plantes qui ne poussent nulle part ailleurs sur Terre. Des espèces que l'on ne trouve que dans un étroit corridor géographique entre Jérusalem et Jéricho. Au cœur de cette découverte se trouvait une plante, en particulier Gundelia. Thorn, un arbuste épineux du désert, une sorte de chardon. Son pollen représentait près de la moitié de tous les échantillons trouvés sur le tissu, une concentration énorme et tout à fait inhabituelle. Pourquoi le pollen d'une plante épineuse serait-il si dominant? Pourquoi les épines seraient-elles associées au linceul d'un homme considéré comme noble? La réponse est apparue lorsque des historiens et des théologiens ont réexaminé les descriptions de la passion du Christ. La couronne d'épines, Gundelia tourneforti avec ses longues épines rigides et pointues, est précisément le genre de plante dont les soldats romains auraient pu se servir pour confectionner une couronne moqueuse à l'intention du roi des Juifs. Et soudain le pollen se mit à parler. Cette plante fleurit aux alentours de Jérusalem à une période très précise au début du printemps pendant la fête juive de la Pâque Pessach. La découverte d'une concentration exceptionnellement élevée de pollen de ce chardon précis, concentré autour de la tête et des épaules du tissu, constitue une preuve directe que le corps en était recouvert. Un second indice botanique provient du Zygopilum demosum. Cette plante est endémique d'une région très restreinte, ne poussant que dans le désert de Judée et certaines parties de la péninsule du Sinaï. On a également retrouvé du pollen en quantité significative sur le tissu. Aucun faussaire médiéval travaillant en France n'aurait pu se procurer du pollen de plantes endémiques d'Israël et l'appliquer ensuite, de manière invisible, à l'échelle microscopique, sur un morceau d'étoffe. Un faussaire aurait utilisé de la peinture. Le pollen, lui, ne peut être peint. Il agit comme un sceau invisible, laissé sur les lieux du crime, une sorte d'empreinte digitale, géographique, impossible à falsifier. Pendant de nombreuses années, notamment au 19e siècle, période marquée par un rationalisme exacerbé, les sceptiques ont soutenu que les marques rougeâtres sur les soirs n'étaient que des pigments ocre cinéabre ou tempéra mélangés à de la gélatine. Cette affirmation a été réfutée en 2017. Une équipe de chercheurs italiens, dirigée par le professeur Giulio Fenti de l'Université de Padoue et travaillant en collaboration avec des médecins d'un hôpital de Trieste, a examiné les taches à l'aide de la microscopie électronique à transmission et de la spectroscopie Raman. En analysant le matériau à l'échelle nanométrique, ils y ont vu non pas du pigment, mais du sang. Le groupe sanguin humain, AB, est l'un des plus rares. Pourtant, il apparaît fréquemment sur d'anciennes reliques chrétiennes, notamment le suaire d'Ovido. Mais il ne s'agissait pas du sang d'une personne en bonne santé. Des scientifiques y ont identifié des nanoparticules de créatinine et de ferritine liées à l'hémoglobine. De telles concentrations extrêmes n'apparaissent que dans une seule condition, un traumatisme mortel grave. Une torture prolongée accompagnée de déshydratation et de lésions musculaires massives, lorsque les tissus musculaires sont détruits par des coups répétés, un processus appelé rhabdomyolyse. La créatinine inonde le sang en grande quantité, et le sang sur le linge en témoigne précisément. C'est un cri biochimique de douleur. L'analyse a révélé que l'homme enveloppé dans ce linge n'est pas simplement mort. Il a été battu à mort dans un état déjà incompatible avec la vie avant même le début de la crucifixion. Cela correspond parfaitement au récit des évangiles concernant les flagellations romaines pratiquées avec des fouets de cuir lesté de plomb. Le corps porte les traces de plus de 100 coups. La composition chimique du sang révèle une souffrance qu'aucun pinceau ne saurait reproduire. Un artiste peut peindre l'apparence d'une blessure, mais aucun ne peut imiter la signature biochimique d'un corps. Ayant subi un traumatisme extrême, polytraumatisme, insuffisance rénale et choc hypoalmique. Un autre mystère persistant concernait la couleur du sang. Les taches sur le tissu apparaissent rouges. Normalement, le sang ancien devient brun foncé ou noir avec le temps. Mais l'analyse scientifique a révélé des taux anormalement élevés de bilirubine, une substance libérée par le foie lors d'un stress extrême et d'un traumatisme grave.
Billy Rubin conserve la coloration rouge du sang pendant des siècles. Le sang d'un homme torturé reste rouge. Il ne s'agit pas de mysticisme, mais de réactions biochimiques face à un stress extrême. À ce stade, nombreux sont ceux qui se posent la même question: qu'en est-il de la fameuse datation au radiocarbone? En 1988, les tests au radiocarbone semblaient avoir tranché le débat une fois pour toutes. 3 des plus grands laboratoires au monde, Oxford, Zurich et Arizona, ont annoncé leurs résultats avec un niveau de confiance de 4,25%. Selon leurs mesures, le tissu datait de la période comprise entre 1260 et 1390. Le Moyen-Âge un faux. Le monde a accepté le verdict. Même l'Église a fait marche arrière, qualifiant le suaire d'icône plutôt que de relique. Mais la science est en perpétuelle évolution. 30 ans plus tard, les chercheurs ont identifié l'endroit où l'erreur fatale avait été commise. L'erreur ne résidait pas dans la technologie, mais dans le choix humain de l'échantillon. En 1904-28, un minuscule morceau de tissu, pas plus grand qu'un timbre-poste, fut prélevé sur le bord même du suaire. Ce coin avait été manipulé d'innombrables fois au cours des siècles, touché par les évêques et les cardinaux lors des expositions publiques sur sébum serre de bougies bactéries. Ce bord était plus contaminé et usé que toute autre partie du tissu. Des recherches complémentaires, menées par le chimiste Ray Rogers de Los Alamos, ont révélé un problème encore plus grave. Ce coin avait été réparé avec une telle habileté au Moyen Âge que la réparation était passée inaperçue. L'échantillon n'était pas représentatif du suaire dans son ensemble, et c'est avec cette prise de conscience que les certitudes de 1928 commencèrent à s'effriter. Les moines français qui restaurèrent le suaire n'eurent pas recours à la technique moderne du raccommodage invisible. Ils renforcèrent plutôt le bord abîmé en y tissant de nouveaux fils de coton soigneusement teints pour correspondre à la couleur du lin ancien. Plus tard, l'analyse chimique de l'échantillon prélevé et testé en 1988 a révélé la présence de fibres de coton. Ce seul fait a immédiatement alerté. Le corps principal du suaire ne contient pas de coton. Il est entièrement en lin. Pour dissimuler la réparation, les fils de coton ont été teintes à l'alazarine afin de se fondre dans le tissu d'origine et de la gomme arabique a été utilisée comme liant. Autrement dit, le matériau testé en 1988 n'était pas du tissu original. Les laboratoires ont daté la pièce rapportée et non le suaire lui-même. Ils ont mesuré l'âge d'un coton médiéval et de siècles de crasse accumulés et non celui d'un lin du 1er siècle. Il ne s'agissait pas d'une simple négligence, mais d'une erreur d'échantillonnage massive et d'une violation flagrante des règles archéologiques élémentaires. Dater la partie la plus contaminée et la plus restaurée d'un artefact revient à tenter de déterminer l'âge d'une statue antique en analysant les chewing-gums collés à son socle. Prenant conscience de ce défaut, les scientifiques se sont mis à la recherche d'une méthode permettant d'éviter toute contamination. En 2020, le physicien italien Liberato Darrow de l'Institut de cristallographie de Bari a appliqué une approche fondamentalement nouvelle, totalement indépendante de toute contamination organique. Cette technique appelée diffusion des rayons X aux grands angles WAXS a tout changé. Cette méthode s'intéresse au vieillissement du lin lui-même, et plus précisément à la cellulose de ses fibres mesurée à l'échelle atomique. Au fil du temps, le lin évolue naturellement. Les longues chaînes polymères de cellulose se rompent lentement. Sa structure cristalline se dégrade sous l'effet d'une exposition constante au rayonnement ambiant, à l'humidité et aux variations de température. Ce processus agit comme une horloge interne pour le matériau. Darrow a comparé des échantillons du suaire avec des tissus dont l'âge est formellement établi allant du lin utilisé pour envelopper les momies égyptiennes, datant de 3000 avant Jésus-Christ aux textiles médiévaux du 10e au 14e siècle. Les résultats ont stupéfié les chercheurs. La courbe de vieillissement de la cellulose du suaire ne correspondait absolument pas à celle des tissus médiévaux. Elle était bien plus ancienne. En fait, la structure moléculaire du lin du suaire correspondait presque parfaitement avec une précision remarquable. Fragments de lin retrouvés dans les forteresses de Masada, en Israël. Masada tombe en 74 après Jésus-Christ. Les textiles découverts sur le site
date de la période comprise entre 50 et 74 après Jésus-Christ, soit du 1er siècle à l'époque du Christ. Grâce à des techniques de radiographie avancées, les scientifiques ont repoussé l'âge du suaire de Turin de plus de 1000 ans, le situant ainsi au cœur de l'histoire biblique de ça. En 1905, la science semblait avoir écarté le miracle. En 2020, grâce aux outils modernes, il a été relancé. Mais une question demeure: comment cette image s'est-elle formée? Il n'y a ni coup de pinceau, ni pigment, ni encre. L'image repose à la surface du lin sur une épaisseur de seulement 200 nanomètres, des centaines de fois plus fine qu'un cheveu. Grattez-la et elle disparaît. Ce n'est pas de la peinture. C'est une transformation chimique due à l'oxydation et à la déshydratation, une brûlure laissée par une source d'énergie inconnue. Les scientifiques ont tout essayé, acide, chaleur rayon gamma, mais seule une brève et intense impulsion de rayonnement ultraviolet sous vide a permis de la reproduire. Pourtant, de tels lasers n'existaient pas dans l'Antiquité. Pour former l'image sur 4 mètres carrés, le corps aurait dû émettre une décharge d'énergie inimaginable, d'une durée inférieure à 1 milliardième de seconde, suffisante pour imprimer le tissu sans le détruire. En 1976, la technologie de la NASA a révélé quelque chose d'encore plus incroyable. Le SWIRE présente une image 3D d'une précision anatomique parfaite. L'intensité de l'empreinte correspond exactement à la distance entre le corps et le tissu. Un phénomène qu'aucun artiste ancien ou moderne n'aurait pu reproduire. Plus étonnant encore, l'analyse numérique a révélé la présence de pièces de monnaie sur les yeux correspondant à de rares pièces frappées par Ponce Pilate en 29 après Jésus-Christ pour les lépreux. La probabilité qu'un faussaire médiéval ait pu le savoir est nulle. Le SWIRE porte également des traces de poussière, de Jérusalem, de pollen, de plantes, qui ne fleurissent qu'aux alentours de la ville au printemps, et de sang portant des marqueurs biochimiques de torture extrême. Les clous transpercent les poignets, non les paumes, preuve d'une précision médico-légale remarquable, notamment en ce qui concerne les réflexes nerveux des pouces. Couche après couche, discipline après discipline, biologie, chimie physique, géologie, histoire numismatique. Les preuves convergent vers Jérusalem entre 30 et 33 après Jésus-Christ. Le SWIRE défie toute explication. Ce n'est pas une peinture. C'est l'empreinte holographique d'un être humain réel, un document médico-légal, le témoin d'un moment qui a changé l'histoire. Rendu à sa chambre forte, le SWIRE demeure muet. Mais les données parlent. La légende, le mythe et la foi s'appuient sur des preuves scientifiques mesurables. Peut-être comprendrons-nous un jour l'étincelle d'énergie qui a laissé cette trace. En attendant, elle demeure comme un 5e évangile, un témoignage éloquent d'un événement qui a bouleversé le monde. Croyez-vous que la science puisse un jour expliquer un miracle? Ou certaines portes sont-elles destinées à rester ouvertes au cœur?